Vieira, oui pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. On a le dîner, machin chouette, rien à foutre. Il va venir lui faire l'amour sans préliminaire. Salut à tous, bienvenue pour la première de Barre Transversale. Toute l'équipe aujourd'hui est réunie pour te donner ta dose hebdomadaire de football. Salut Nathan, salut Nelson. Comment vous allez les gars? Pas trop stressé pour la première? Non, franchement ça va, on va voir, on va débriefer ensemble et puis allons-y. On a un bon programme aujourd'hui, on a un tirage de Ligue des Champions qui a été refait, on a des affiches de Coupe de France de ce week-end, on a de belles affiches qui ont eu lieu le week-end dernier, donc hâte de pouvoir parler de tout ça. Ouais, il y a beaucoup de matchs. Alors de quoi on va parler du coup aujourd'hui? Alors en premier, on va faire le récap de la Ligue 1. En deuxième, le récap international des grosses affiches. On enchaîne après par une petite preview des grosses affiches de ce week-end. Et on finira par répondre à vos questions que vous nous avez laissées sur Instagram. Donc on commence tout de suite par le récap Ligue 1. Brest-Montpellier en première affiche. Brest qui a pris 4-0. Montpellier a mis fin à la belle série de victoires des Bretons. Eli Wahi à la 45e plus 1 qui a marqué en premier sur un caviar de TJ Savanier. Ensuite c'était Stéphie Mavididi à la 47e sur une belle reprise croisée. Ensuite on a Junior Sambia à la 60e sur une très belle déviation de Valère Germain qui est très bon avec Montpellier et qui va inscrire d'ailleurs son but à la 85e sur une passe en profondeur de Joachini. L'ancien Marseillais prend le temps de croiser sa frappe dans les 10 derniers mètres. Non, franchement, une belle surprise, cette victoire de Montpellier à Brest qui était sur une très belle série. Les Bretons gagnant au Vélodrome par ailleurs, ce qui est très très rare. C'est pour me tacler peut-être que tu dis non, pas du tout. Pas du tout, mais bon, Brest surpris, surtout par un score avec autant d'écart, ne pas mettre un but à domicile, très compliqué. Après, très belle équipe de Montpellier sur un TJ Savani toujours aussi satisfaisant de week-end en week-end. Donc bon, une très belle rencontre. Ça met fin à une belle série brestoise, parce que ce Brest restait sur 6 victoires consécutives. C'est la première fois de l'année que Brest ne marque pas en championnat. Montpellier, c'est la première fois depuis 2016 qu'ils arrivent à passer 4-0 à l'extérieur. La dernière fois, c'était contre le Gazélec Ajaccio en 2016. On a eu un TJ Savanier qui a été excellent, qui a distribué caviar sur caviar. Brest a été victime de grosses lacunes défensives. Et offensivement, ça a manqué, pareil, ça a pêché dans la finition. Jonas Somlin a passé un match assez tranquille. Et maintenant, pour Brest et Montpellier, ça va jouer des équipes en Coupe de France ce week-end. À voir si ces équipes-là peuvent jouer la Coupe de France. Je pense qu'ils sont en capacité de la jouer. Ça peut être une compétition intéressante pour essayer d'aller au bout. C'est des équipes qui sont moins bien classées, qui sont plus basses en division. Pour Brest, ça va être à Dinan-les-Bons. Et à Montpellier, ça va partir à Andrézieux. Donc voilà, ça va être des matchs un peu pièges. Mais en championnat, Brest se coupe dans son élan. Et Montpellier revient bien placé. Et pourquoi pas peut tenter de rêver d'Europe en fin de saison. C'est encore long, mais Montpellier gratte des points. Brest a dit qu'il voulait assurer le maintien. Enfin, Michel Desarcarian a dit en fin de match qu'il voulait assurer le maintien. Ils ont gratté beaucoup de points ces derniers matchs, donc ça semble bien parti. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter là et il faut voir par la suite. Direction maintenant Metz-Lorient, dimanche 12 à 15h. Et Metz qui a totalement crucifié Lorient sur un score de 4-1. C'est Papsar qui ouvre la marque à la 5e minute. Il y a une grosse confusion suite à un corner messin. Ouattara tente de se débarrasser du ballon, Messard est sur la trajectoire et contre ce ballon, ça fait 1-0 sur la pelouse des Merlus. Ensuite on a Jens qui va inscrire un but contre son camp malheureusement à la 9e minute. On a Farid Boulaya qui a mis un coup franc énorme à la 19e minute. Paul Nardi il peut rien faire. Il peut rien faire, il essaye de sauter mais elle est pleine lucarne. Farid Boulaya a nettoyé la lucarne. Et on a Jens qui a réduit l'écart à la 69e minute, mais malheureusement ce ne sera pas suffisant puisque Nian alourdit la sanction à la 80e sur un superbe coup franc de Boulaya qui lui a déposé sur la tête. Nathan, t'as quelque chose à dire? Lorient c'est très compliqué en ce moment parce que c'est 1 point sur les 8 derniers matchs. C'est 11 matchs en victoire Lorient, ça commence à être vraiment inquiétant. C'est descendu à la 19e place du championnat, donc c'est relégable actuellement.
C'est la pire série à l'heure actuelle, c'est la pire attaque de Ligue 1. Et encore une fois, ils l'ont prouvé ce week-end. Ils sont marqués contre leur camp, mais dans le but en face, c'est plus compliqué. Pour Metz, ça va un peu mieux. Ils sortent un peu la tête de l'eau. Ils sortent de cette zone rouge qui est compliquée. Ils sont maintenant barragistes, mais ça reste compliqué. Mais ils ont eu de la réussite ce week-end et c'est des points qui sont importants contre des concurrents directs. Sachant que les autres concurrents directs ont gagné, sachant que Clermont allait prendre les 3 points à Angers, sachant que Bordeaux a gagné à 3. Donc c'est des points qui sont importants. Ils prennent leur distance sur Saint-Etienne aussi. Qui lui a perdu. Boulaya a encore mis un coup franc exceptionnel. 3 buts cette saison, 2 coups francs époustouflants, un contre Saint-Etienne, un ce week-end contre Lorient. Dans le jeu, il apporte quelque chose. Donc Metz a quelques joueurs d'expérience aussi. On pense à Depréville, qui n'a pas joué ce week-end, il me semble, mais qui a joué ce week-end, qui était titulaire à la pointe de l'attaque. Allez. Mais qui est toujours précieux dans ses récupérations, dans les efforts qu'il fournit défensivement aussi. Qui peut être un joueur qui peut amener de l'expérience pour une saison compliquée. Mais Metz, ça va faire du bien, ça va faire 3 points qui font du bien. Et Lorient va falloir vite retrouver de la confiance parce que c'est compliqué, surtout offensivement. Ouais, pour poursuivre sur cette rencontre, 2 équipes de bas de tableau. Hein. Donc, c'est des équipes qui ont besoin de points, surtout face à des concurrents directs. Donc, pour moi, Metz sort un petit peu la tête de l'eau. Après, faut pas s'arrêter là, parce que le 15e ne tient qu'à 2 points. Je prends l'exemple de Bordeaux qui est 15e et qui a 17 points, alors que Metz est 18e avec 15 points. Donc tous les points comptent, donc, surtout face à des concurrents directs. On verra bien après la trêve comment ça se passe, mais un petit bol d'air, on va dire, pour Metz sur cette journée. Et maintenant, direction 3. Je pense que Nathan, ça va te faire plaisir. Bordeaux s'est imposé sur la pelouse troyenne ce week-end à 15h. C'est Chavalrin à la 28e qui va ouvrir le score sur un centre de Walid El Ajam. On va ensuite réduire l'écart sur un CSC à la 30e de Johan Salmier et Wang. Qui marque à la 54e, qui va inscrire le dernier but de la rencontre sur un centre parfait de Rémi Houdin pour une fois. Ça fait du bien de fêter une victoire bordelaise parce que ça faisait longtemps que c'était pas arrivé depuis Reims, pardon. Enfin Bordeaux gagne un match. Bordeaux est encore une fois mené, donc Bordeaux est vraiment une équipe à réaction cette saison. C'est-à-dire que dès qu'ils mènent au score, ils savent pas mener au score, ils paniquent un peu et défensivement c'est compliqué. Mais dès qu'ils sont menés, ils ont une certaine réaction. Et ils arrivent à revenir, je pense au match de Reims à domicile où ils perdent 2-1, ils vont revenir et gagner 3-2 à la fin. Bordeaux a pu encore compter sur Wang, qui est leur serial buteur cette saison, 6 buts, 16 buts lors de l'année civile 2021. Wang, c'est le meilleur total à Bordeaux depuis Kavenaghi en 2008, donc ça commence à faire. Et quand il était blessé, ça s'est vu, Bordeaux ne marquait plus. Bordeaux est quand même la 6e meilleure attaque de Ligue 1. C'est la pire défense, elle a encore pris un but ce week-end. Ça fait 40 buts encaissés par Bordeaux depuis le début de saison, ce qui est beaucoup trop. C'est un Bordeaux qui est très fébrile derrière, qui a un côté gauche qui souffre énormément, avec Mangas qui offensivement apporte quelque chose, mais qui défensivement a quelques lacunes, et notamment sur le marquage. Il y a eu un Tom Lacou qui était très bon, pour sa 2e, 3e titularisation cette saison. Lacou a joué 3 matchs, Bordeaux n'a pas perdu quand il était sur le terrain. C'est une victoire contre Reims, une victoire contre 3, à 3 et un nul contre Lyon. Donc il a encore été bon et peut espérer s'imposer parce qu'Otavio a du mal à revenir depuis sa blessure. Qu'Otavio est en fin de contrat, il pourrait être libéré cet hiver pour amener un petit peu d'argent du côté de Bordeaux parce qu'il en faut de l'argent côté girondin. Et puis pour 3, c'est une victoire en 7 matchs contre Lorient. C'est la pire attaque de Ligue 1. Et c'est compliqué parce que quand les autres vont gagner ce genre de match contre des adversaires directs au maintien, il faut les gagner et ils ne les gagnent pas. On l'a vu la tête de Laurent Batles à la fin du match, il était dépité parce que 3 avait ouvert la marque et 3 n'a pas tenu le score. Et pour les prochains rendez-vous, pour 3, ça va être compliqué. Il va falloir gagner très rapidement parce que la zone rouge se rapproche après un bon début de saison. Bordeaux a quant à lui respirer. 3 va accueillir Brest, puis va aller à Montpellier, donc ça va être 2 matchs qui vont être compliqués. Pour Bordeaux, ça va être la réception de Lille mercredi prochain, donc ça va être aussi un match très compliqué. Mais c'est sûr que c'est un bol d'air frais pour les Girondins qui en avaient grandement besoin. Après un bon résultat contre Lyon, une victoire là contre 3, ça fait 4 points en 2 matchs, donc c'est plutôt positif. Comment tu pourrais expliquer que Bordeaux est une équipe à réaction cette année ? Parce que Bordeaux, tout simplement, ne sait pas mener au score.
Dès qu'elle mène au score, elle gagne très, très rarement. Contre Brest, ça ouvre le score, ils perdent. Dès qu'elle encaisse le premier but ou dès qu'elle encaisse le second but, elle se met à jouer, elle se met à prendre des risques, elle se met à pratiquer un football beaucoup plus offensif. Pour une fois que offensivement Bordeaux n'a pas de soucis cette saison, parce que Wong marque son 6e but, parce qu'Albert Ellis est déjà à 5 buts, parce que Oudin se met à marquer et mettre des passes décisives, et que défensivement c'était très très fébrile, ça peut craquer à tout moment. Et que dès qu'ils mènent au score, c'est un peu la panique à bord, c'est un peu on sent la surface de réparation, dès qu'il faut intervenir sur un ballon un peu chaud, les jambes commencent à trembler un petit peu. Heureusement qu'il y a un bon Benoît Costil dans les buts qui peut maintenir à flot un peu cette défense girondine. Benoît Costil en fin de contrat d'ailleurs. Va attendre février-mars pour parler de renégociation de contrat, donc on verra s'il re-signe. Mais défensivement, Gregersen monte petit à petit en puissance. Koscielny était absent, il est revenu là contre 3. Et sinon, c'est compliqué avec Mecher ou Kouatek en défense centrale, ça a un peu du mal. Donc, elle réagit beaucoup. Elle agit peu parce que quand elle agit, malheureusement, ça paye pas. Ok. On fait place maintenant à Rennes-Nice. Nice qui s'est imposé sur la pelouse bretonne dimanche 12 à 15h. C'est Dolberg qui va inscrire le premier but sur penalty à la 19e. Après la première mi-temps, au retour de la première mi-temps, Youssef Attal va marquer d'une frappe puissante au premier poteau de Gomis. Et Bourigeaud va marquer à la 59e et va réduire la marque, mais malheureusement ce ne sera pas suffisant pour les Rennais pour s'imposer et faire un bon résultat à domicile. Oui, pour moi c'est la surprise de cette journée. Alors Rennes, très satisfaisant à domicile, très bon début de saison avec un Gaëtan Laborde très énorme. Bon, serial buteur. Énorme, on peut le dire. Nice, sous l'effet Galtier, je pense que depuis le début de saison, l'Aiglon a pris son envol, c'est clairement le cas de le dire. Mais quand même un manque de réalisme de Rennes. Statistique, 21 tirs, 8 cadrés contre 3 cadrés pour Nice, et au final les 3 points sont pour Nice. Donc je pense qu'ils ont besoin, Rennes, de un petit peu se remobiliser, même si c'est pas alarmant cette défaite à domicile. Je pense qu'ils ont quand même beaucoup de matchs dans les jambes et beaucoup de matchs à venir. Mais quand même, une très bonne rencontre de Ligue 1 avec 2 équipes joueuses. Je pense qu'on ne s'est pas ennuyé devant le match. Et je pense que pour les semaines à venir, ça peut se jouer entre ces 2 équipes pour une place européenne. Donc on verra bien, mais très bon match de Ligue 1. Merci Nelson. Maintenant, on va passer à la victoire marseillaise sur la pelouse strasbourgeoise. C'est Bemba Dieng qui va marquer à la 62e sur une magnifique bicyclette croisée. Ça te fait plaisir, ce beau but de Marseille. J'étais fou devant ma télé. J'ai vraiment eu des frissons et je me suis dit c'est quoi ce but. Donc on prend l'avantage à la 62e minute. J'ai dit on prend comme si j'étais un staff de Marseille, mais je suis personne. Khaled Takar va alourdir la sanction à la 82e. Ça fait du bien de voir Douillet marquer, parce qu'il n'est pas forcément dans les plans de Sampaoli tout le temps. Et encore une fois, Strasbourg a montré sa vulnérabilité sur corner. Et on en a profité. Nathan, tu voulais dire quelque chose sur le match peut-être ? Une solide victoire marseillaise qui met fin à une série de 6 matchs pour Strasbourg. C'est leur première défaite en 6 matchs. C'est la première fois qu'ils ne marquent pas non plus en 6 matchs. Donc grosse victoire marseillaise. C'est 3 victoires en 4 matchs pour Marseille. Il y a seulement la défaite à Brest la semaine dernière qui vient entacher un peu les belles performances, parce que sinon sur les 3 victoires contre 3, Nantes et Strasbourg, ça prend pas de but. Après il y a eu une autre info, c'est qu'ils ont joué beaucoup derrière. Marseille a beaucoup eu le ballon. C'est 73 ballons touchés par Pau Lopez sur la rencontre, c'est-à-dire le plus haut total pour un gardien depuis 2006. Donc ça a repassé énormément par le gardien. Ça a beaucoup gardé le ballon, ce qui peut être une bonne chose, mais peut-être chercher plus de verticalité. Mais ça a été solide. Marseille reste deuxième du championnat, prend la deuxième place plutôt du championnat à Rennes. Avec un match de retard. Ça peut être un solide dauphin, voilà, avec en plus un match de retard contre Lyon. Ça va être un solide dauphin pour le PSG. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui actuellement sont meilleures que l'Olympique de Marseille. Donc l'Olympique de Marseille peut très bien prétendre à avoir cette deuxième place du championnat à la fin de la saison. Maintenant, il faut que des cadres comme Dimitri Payet par exemple, qui est très bon en ce moment, ne se blessent pas, parce que derrière, sur le banc, c'est plus compliqué, c'est plus tendu. Moi j'avais peur que Payet, c'est déjà arrivé des années, qu'il soit très très bon le premier, le deuxième mois, et qu'après il s'arrête.
Là, il est en train de confirmer, mais j'espère qu'avec l'intensité et la technique qu'il met dans les matchs, qu'il se blesse pas, comme tu disais, parce que Payet, c'est vraiment le métronome de Marseille, c'est lui qui fait tourner Marseille. Quand on l'a pas dans les matchs, on le ressent. Et j'espère qu'il va pas se blesser. Je pense pas qu'il y ait de risque, mais on sait jamais. Et Payet, c'est 4 passes D sur les 4 derniers matchs, ce qui fait très longtemps que ça n'était pas arrivé, donc ça prouve qu'il est vraiment décisif avec l'Olympique de Marseille. Il est 3e meilleur passeur de Ligue 1. C'est ça. Devant, c'est Klose, 2e, avec Et 7 Mbappé passes, et est Mbappé à leader. 8. Mbappé, ouais, c'est ça. Et on finit par PSG Monaco, Paris qui s'est imposé sur sa pelouse face à Monaco grâce à un doublé du monsieur en forme Kylian Mbappé. À la 12e minute, Mbappé inscrit son penalty. À la 45e minute, Kylian Mbappé double le score sur une passe de Lionel Messi. Encore lui, et toujours le meilleur joueur du monde. Nelson, t'as quelque chose à dire ? Ouais, donc on va revenir déjà juste sur le terme de meilleur joueur du monde. Je pense que si on rentre sur ce sujet, on va pas finir l'émission. Oui, pour revenir sur le match, comme à son habitude, Kylian Mbappé qui pour moi porte le PSG depuis le début de saison. Je pense que là, il peut plus trop se cacher malheureusement. 2 tirs cadrés, 2 buts, efficacité qui était au rendez-vous contre son ancien club. Après une bonne gestion de la part du Paris Saint-Germain, première mi-temps un peu compliquée, un peu monotone. Manque d'animation pour moi sur les couloirs, Hakimi pas trop utilisé, Bernat non plus, ça a beaucoup joué au milieu de terrain. Monaco qui aurait pu ouvrir le score d'ailleurs sur une frappe sur un poteau, ouais. de Diop. Donc là on voit que le Paris Saint-Germain s'est fait bousculer et peut se faire bousculer. Après encore une fois, comme d'habitude, Kylian Mbappé qui sauve les meubles, Messi qui a pas été qui a fait du Messi au PSG cette saison, on va dire ça comme ça. Mais Monaco qui aurait pu espérer mieux au Parc. Après, c'est très compliqué d'aller chercher quelque chose au Parc cette saison, encore plus avec Mbappé toujours qui vraiment est le moteur de cette équipe. En contre-attaque, on le voit. En contre-attaque, ça va très vite, c'est très efficace. Et après, c'est pareil, c'est de la gestion deuxième mi-temps. Pas beaucoup de frappes, pas beaucoup de spectacles. Mais Paris prend les 3 points. On va dire qu'à l'heure actuelle, c'est le plus important. Et Mbappé, c'est le plus jeune joueur de l'histoire de Ligue 1 à atteindre la barre des 100 buts dans le championnat. C'est une perf qui est exceptionnelle, qui montre encore sa précocité. Et une autre stat, c'est que Monaco a encore concédé un penalty cette saison. C'est le 7e, c'est l'équipe qui concède le plus de penalty. Et Sidibé, qui est le fautif sur cette faute, a concédé son 9e penalty depuis ses débuts en Ligue 1 en 2012, soit le pire total d'un joueur dans l'élite actuellement. Monaco a vraiment eu du mal offensivement à exister. Mais Paris a vraiment dominé globalement cette rencontre. Ils ont un peu atténué le rythme en seconde mi-temps et donc tranquillement assuré la victoire pour épargner les forces pour la suite. Ils auront des joueurs suspendus pour le match de Coupe de France ce week-end, Verratti et Mbappé. Maintenant, est-ce que c'est de la gestion ou une simple erreur de coaching ? Ça, on verra plus tard. Merci Nathan, merci Nelson. Maintenant, on fait le récap des autres matchs. Nantes-Lens. Nantes qui s'est imposé 3-2 ce vendredi dernier à 20h45 et Nantes a gagné après avoir été mené de 2 buts lors d'un match de Ligue 1 pour la première fois depuis le 27 novembre 2005 contre Strasbourg, 1-3 puis 4-3. Ensuite Reims-Saint-Etienne 2-0, Reims s'est imposé 2-0 face à Saint-Etienne, encore une défaite de Saint-Etienne avec un rouge. Lille-Lyon 0-0, un match nul dans les deux sens du terme peut-être. Hein. C'était très très faible, c'était pas du tout intéressant et au moins Lyon n'a pas pris de but ce week-end. Quoi. Et pour finir, Angers, Clermont s'est imposé dans les fins de match sur un penalty sur une main, 1-0. Et remonte un petit peu et se libère de la pression du maintien tout simplement. Et maintenant que le récap national est terminé, place maintenant au récap international. Et du coup, on commence par City Wolverhampton, samedi 11 à 13h, qui s'est imposé. Les Citizens se sont imposés 1-0 sur un penalty de Sterling. Wolverhampton a été réduit à 10. Je pense que City a fait preuve de suffisance et se sont imposés comme il fallait. Oui, un match rien à signaler. Sterling a marqué son 100e but en Première Ligue. C'est le 32e joueur à atteindre cette barre symbolique. C'est le 8e joueur le plus jeune à l'atteindre. Mais City a globalement dominé. Les Wolves à 10 ont été recroquevillés devant leur surface de réparation. Et voilà, un penalty sur une main
Et une victoire facile, 3 points pour City, qui ne s'est pas fatigué non plus à aggraver le score et qui a géré tranquillement. Tu veux dire quelque chose, Nelson? Ouais, carton rouge un peu débile de la part des Wolves. Jiménez, qui est l'attaquant de pointe, qui met totalement son équipe en difficulté contre City, où on n'a pas le droit à l'erreur. C'est le terme cette année, encore plus pour City qui a besoin de points, qui conforte la première place du coup. À noter que le podium de Première Ligue est très 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 serré. Le premier et le troisième se tiennent à 2 points. Donc c'est vrai que ça va être une vraie course au titre et affaire à suivre dans les prochaines semaines. Mais bonne opération pour City ce week-end. Et maintenant, on se déplace en Espagne, Bilbao-Séville. Séville qui s'est imposé sur le plus petit des scores, 1-0. C'est Delaney à la 38e qui a marqué. Et Nathan, un récap sur le classement, peut-être Séville. Séville qui pointe du coup à la 2e place à 8 points du Real Madrid avec une journée de retard. Séville qui jouera contre le Barça. Et Séville qui s'impose encore une fois tranquillement. Un but de Delaney. Bilbao qui est toujours ancré, plongé dans le milieu de tableau, dans le ventre mou du championnat. Et Séville compte désormais 1 point d'avance sur son voisin, le Betis. Et 5 points d'avance sur l'Atlético Madrid, contre qui ils vont jouer la semaine prochaine. Donc Séville plutôt commence un très très bon début de saison, donc pourquoi pas espérer une Ligue des Champions à la fin de saison, une qualification en Ligue des Champions. Et d'ailleurs, en parlant du Betis, il s'est imposé 4-0 contre la Real Sociedad avec notamment un doublé d'Alex Moreno, de Juanmi et de Fekir. Nathan, tu veux dire quelque chose? Ouais, victoire logique de Séville, 4e victoire consécutive du Betis, un Fekir toujours au top qui marque. C'est un but encaissé en 4 matchs pour le Betis, donc c'est très solide et ça s'annonce plutôt pas mal pour le club sévillan. Le Real Sociedad, elle a manqué une opportunité de distancer le Rayo Vallecano qui est actuellement 6e à 2 points de la Real Sociedad, qui a perdu ce week-end aussi. Donc voilà, occasion manquée pour les Basques, mais bonne victoire du Betis. Et on va du côté de la plus grosse affiche d'Espagne, c'était Real Atlético. Le Real s'est imposé 2-0. Benzema, Vinicius, Asensio. Allez, Asensio. Je sais pas pourquoi je vais mettre Vinicius. Non, mais Vinicius, toujours aussi présent. Double passeur décisif. Étant un grand fan du Real Madrid, ça confirme. Karim Benzema, toujours au top, qui revient dans le groupe après une blessure, qui retrouve son capitanat et qui est toujours aussi décisif dans les grands matchs. Donc c'est dans les grands matchs qu'on voit les grands joueurs, et Karim a encore parlé encore une fois, buteur. Le Real Madrid, toujours aussi présent en Liga, toujours premier. Voilà, ils ont un match d'avance certes sur Séville, mais qui est bien parti. Alors on va pas leur souhaiter du malheur, mais qui est bien parti pour remporter le championnat cette saison. Je vois pas honnêtement ce qui peut leur arriver avec des joueurs dans leur effectif toujours aussi décisifs. Je pense à Asensio qui revient en forme, Luka Jovic qui a marqué la semaine dernière ou il y a 2 semaines, donc ça permet de la rotation entre les joueurs. Donc pour moi, le Real Madrid est bien parti et confirme dans cette suite de championnat. Et quel match de Luka Modric, surtout, qui a été énorme à la récupération, à la distribution. Il a 36 ans et il galopait comme s'il en avait 20. Benzema, c'est 36 buts en 2021. C'est son meilleur total depuis le début de sa carrière. Et maintenant, on va faire le voyage jusqu'en Italie, avec notamment Udinese-Milan, 1-1. C'est Udinese qui a marqué en premier avec un but de Beto. Et Milan qui a eu chaud dans les dernières minutes où Ibrahimovic a égalisé à la 92e. Nelson, tu veux dire quelque chose? Ouais, match compliqué pour Milan à l'extérieur, mais encore une fois sauvé par le grand, le king. Le Z. Zlatan qui les sauve et qui permet de ramener un petit point à San Siro. C'est compliqué pour Milan, voilà, ça a été même s'ils ont été à 10, alors retour de Mike Maignan qui a fait un très bon match. Donc ensuite, Deulofeu en face, c'était, je pense, un match qui était possible, une possibilité de victoire. Mais voilà, très beau match. Voilà. Milan, c'est 7 points perdus à l'extérieur cette saison. Alors c'est pas dramatique, non, mais c'est quand même des points qui peuvent compter en fin de championnat. C'est 2 victoires en 5 matchs, 2 défaites et 1 nul, donc c'est pas la meilleure série possible. Maintenant, voilà, une équipe, si elle veut gagner le championnat, quand elle est pas
dans le coup, il faut pas perdre et ils sont pas perdus, donc on va dire que l'essentiel est assuré. Même s'ils perdent la tête du championnat, c'est toujours... Par rapport à ce que a pu nous proposer Milan ces dernières années, même l'année dernière, je trouve que Milan est très très bien revenu sur sa forme cette année. Et je pense que Jean, si tu nous écoutes, tu pourras pas dire le contraire. Et moi, j'aime bien cette équipe de Milan et je trouve que cette année, on a plaisir à regarder Milan et ça fait plaisir de les voir en haut du tableau, même si c'était dans la première partie du milieu de tableau, mais ça fait plaisir de voir Milan aussi haut dans le classement. C'est sûr que sur les dernières années, la pente elle est ascendante pour Milan, même pour l'Inter. Les deux clubs milanais refont surface après des années de disette. Maintenant, on sait que l'objectif de Milan, du club du Milan AC, c'est de remporter le Scudetto. Et pour gagner le Scudetto, faut gagner les matchs. Actuellement, ils viennent de perdre la tête face à l'Inter. Je pense qu'il y a un petit peu de changement aussi, parce que d'habitude en Serie A, c'était toujours monotone pour moi. On savait pertinemment que la Juve allait être première, allait dominer le championnat. Là, c'est deux clubs de la même ville qui se battent pour le titre à un point. Donc je pense qu'il y a une certaine rivalité en plus entre ces deux clubs-là qui est énorme. Et c'est vrai que la Serie A peut être attractive en ayant ces deux genres de concurrents. Les 4 premiers, c'était en 4 points. Donc ça va être très chaud. Et si ça continue comme ça, on peut avoir une très belle saison de Serie A. Comme l'an passé d'ailleurs, qui était très belle, même si l'Inter s'est envolé sur la fin de championnat. La saison était intéressante sur tout le début de partie de saison. Et dans les 4 premiers, on compte pas du tout la Juventus. Ah non, 6e. Cette année, comme tu disais Nathan, c'est très malade cette équipe. D'ailleurs, qui a fait match nul à Venise. À la 32e, Alvaro Morata a inscrit le premier but, mais c'est Mattia Aramou à la 55e qui a égalisé. Et depuis le début de cette saison, la Juventus subit. Nelson, ouais, je pense que la Juve, c'est une saison en dents de scie. C'est premier de la phase de poule de Ligue des Champions, en ayant le tenant du titre Chelsea. Donc là, pour moi, c'est une surprise. Mais en championnat qui est 6e, c'est quand même, ils ont deux visages pour moi. C'est-à-dire une Juve qui est très plaisante à jouer, qui peut proposer du beau jeu, mais qui, à contrario, le week-end d'après, va faire un partout à Venise. Donc bon, c'est une Juve qui est en perte de confiance, qui a perdu un élément clé l'été dernier, qui est Cristiano Ronaldo. Donc en termes de taille de poids dans le vestiaire, je pense que c'est quelque chose de dur à combler. Alors il y a de très bons joueurs, Alvaro Morata qui est pour moi sous-coté, Paulo Dybala qui devrait prendre les rênes de l'attaque et qui, je pense, est un petit peu en manque de performance. Mais attention quand même à la Juve, cette année en Ligue des Champions, mais pour moi le championnat cette année, il n'est pas pour eux, et en espérant qu'ils accrochent quand même une place en Ligue des Champions, ça serait quand même... Ça m'étonnerait. Ça peut être compliqué. Même l'an passé, quand il y avait Cristiano, c'était très compliqué. Ils avaient arraché leur place en Ligue des Champions la dernière journée. Ils ont perdu des points à l'extérieur, ce qui n'est pas souvent cette saison la Juve. La Juve, c'est 10e à domicile surtout. Donc ça perd beaucoup de points chez elle à Turin. Et c'est une équipe qui est malade, qui dans le jeu est fade, qui a du mal, qui est un peu vieillissante depuis quelques années et qui n'arrive pas à remplacer des cadres qui sont partis. Et va falloir insuffler un nouveau vent frais à cette Juve, et il va falloir peut-être passer par 2-3 années très compliquées pour se relancer. Et des gros clubs en difficulté, en ce moment il y en a quelques-uns, mais la Juve a peut-être la Ligue des Champions pour se donner ce bol d'air frais dont elle a besoin. Bon, maintenant on va du côté de l'Inter, premier au classement provisoire, qui s'est imposé quand même 4-0 contre Cagliari, avec notamment un doublé de Martinez qui aurait pu mettre un triplé sur son pénalty raté malheureusement, un but de Sanchez et un but de Hakan Çalhanoğlu. Nathan, tu veux compléter ? L'Inter, c'est 5 victoires consécutives, 4 matchs sans prendre de but. Lautaro est à 10 buts cette saison. Dzeko a marqué 8 buts cette saison. Alexis Sanchez a marqué son premier but cette saison. C'est une équipe qui marche, tout roule à l'Inter. Qui marche très très bien. Même, le champion titre roule sur le championnat. Il se régale et il profite des contre-performances de ses adversaires. Donc voilà, rien à ajouter. Maintenant, la question de l'Inter, surtout cette saison, c'est pas forcément le championnat, parce qu'on sait qu'ils sont performants en championnat. Ça va être sur la scène européenne. Ils ont réussi à passer la phase de poule Ligue des Champions. Ils vont affronter Liverpool. C'est là où, personnellement, je vais les attendre et je vais les regarder, parce qu'en championnat, on sait que tout roule et à chaque fois, ça va super bien pour l'Inter depuis quelques années. Et maintenant, on se déplace en Allemagne avec des gros matchs. Notamment Leipzig-Mönchengladbach. Leipzig qui a gagné 4-1 avec un but de Gvardiol. André Silva
à la 32e, Ben Sebaini à la 88e et tout s'est passé après dans les arrêts de jeu. Nkunku à la 91e et Henrich à la 94e. Nelson, tu veux dire quelque chose sur ce match ? Oui, c'est une belle victoire de Leipzig. À noter aussi encore un nouveau but de Christopher Nkunku qui impressionne de match en match. C'est incroyable sa régularité, sachant qu'il n'était pas du tout parti pour faire une saison comme ça. Mais très belle victoire de Leipzig à domicile, qui les conforte à leur 7e place. Alors pour moi, 7e place, c'est un peu compliqué pour eux cette saison. Mais c'est un très beau match à regarder, il y a des buts. Et puis ça joue. 5 buts en un match, c'est quand même, en tant que téléspectateur, je pense que c'est pas mal à observer. Et en termes de statistiques aussi, pardon. Mönchengladbach prouve que depuis le début de saison, ils sont catastrophiques défensivement. 14 buts encaissés en 3 matchs. 6 à Fribourg la semaine passée, 4 ce week-end contre Leipzig, 4 au week-end d'avant. C'est très compliqué pour Mönchengladbach. Leur seul fait d'armes cette saison, c'est la victoire contre le Bayern en Coupe 5-0. À part ça, c'est très compliqué. Ils sont 13e du championnat avec 2 petits points d'avance sur le barragiste Augsbourg, qui a gagné en plus ce week-end sur une frappe limpide et magnifique. Maintenant, Adi Hütter n'arrive pas à mettre en place ce qu'il veut, donc ça va être très 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 compliqué. André Silva aurait pu aggraver le score s'il n'avait pas ce raté lunaire seul face au but sans gardien, où il met le ballon sur la barre. Leipzig se remet un peu, respire un petit peu parce qu'ils sont à 5 points de la qualification en Ligue des Champions qui va être l'objectif. Donc ils sortent d'une série de 3 défaites consécutives. Donc Leipzig respire un petit peu, mais c'est pareil, c'est très compliqué. C'est 2 clubs qui sous-performent cette saison et qui sont vraiment en grande difficulté. Et Leipzig qui a changé d'entraîneur d'ailleurs la semaine passée. Et maintenant place au Bayern qui s'est imposé 2-1 contre Mayence. C'est d'ailleurs Mayence qui va mettre le premier but avec Oniziwo à la 22e. Sauf que Coman, trop fort en ce moment, va égaliser à la 53e. Et Musiala va donner l'avantage au Bayern à la 74e. Qu'est-ce que tu en penses, Nathan, de ce Bayern ? C'est un Bayern qui est à l'image du Bayern depuis le début de saison. C'est un Bayern qui surdomine ses matchs. 20 frappes à 8 dans ce match-là. Mais c'est un Bayern qui manque peut-être un minimum d'efficacité. Et qui se fait surprendre souvent dans les premières minutes de jeu par l'équipe en face. Et qui a encore concédé l'ouverture du score. Qui cette fois a réussi à revenir à inverser la tendance. Kingsley Coman a été virevoltant et il a fait extrêmement mal à cette défense de Mayence toute la rencontre. Musiala a fait une très belle rentrée et a pu marquer son but, mais on sent que l'absence par exemple d'un Joshua Kimmich au milieu de terrain se sent. Et la défense Upamecano, ça alterne entre le très bon et le bien moins bon. Pavard revient un peu en forme depuis quelques semaines, donc ça fait plaisir. Lucas Hernandez, après, quand il peut rester au Bayern, hein, Pavard. Pas besoin de venir en équipe de France. Il revient bien ces dernières semaines avec le Bayern, faut le dire quand il est bon. Ouais, c'est vrai, il faut avouer. C'est vrai. Et Lucas Hernandez, il est épargné par les blessures, défensivement on peut faire le travail, mais il va falloir qu'Upamecano trouve un peu plus de régularité. Et le Bayern, c'est comme d'habitude, archi-domine son match, mais le championnat aussi. Compliqué à devenir ultra réaliste comme il savait le faire par le passé, parce que des matchs comme ça, il pouvait les gagner par 4, 5, 6-0 par le passé, et là ça marque un peu moins. Les Robert Lewandowski marque plus depuis 2-3 matchs, mais bon, on sait qu'il faut bien qu'il se repose à un moment donné, et les autres savent prendre le relais. Donc voilà, le Bayern gagne, c'est le plus important pour le championnat, et ils prennent de l'avance sur Dortmund qui eux ont fait un partout contre Bochum, et ça c'est une vraie contre-performance. Et on passe à cette dernière affiche de Bundesliga où Francfort s'est imposé 5-2 contre Leverkusen. Et pourtant, c'est bien Leverkusen qui a inscrit les 2 premiers buts avec notamment un doublé de Schick. Mais après, ils se sont fait remonter avec un but à la 23e de Tuta, Lindstrom, Ndika, Jakic et So, Djibril So. Nelson, tu veux ajouter quelque chose ? Ouais, belle réaction de Francfort parce que être mené 2-0 à domicile, c'est pas facile. Certes, il y a l'aide du public, mais en mettre 5 derrière, c'est vrai que c'est une vraie contre-performance de la part de Leverkusen. Il n'y a pas de gestion de match. Très compliqué. Quand on gagne 2-0 à l'extérieur, on doit maintenir le score ou du moins éviter la casse, mais ce qu'ils ne sont pas réussi à faire.
Ouais, vraie contre-performance, surtout qu'ils sont toujours 3e. Ils laissent des points en route, malheureusement pour eux. Ils laissent des points en route et l'étau se resserre derrière. Ouais, Francfort confirme sa bonne forme du moment avec 4 victoires en 5 matchs. Il y a eu un très bon Evan Ndika en défense centrale qui a marqué. C'est son 2e but en 3 matchs et il a été très solide en seconde mi-temps. Donc voilà, très très belle performance de la part de l'Eintracht et qui va remonter un peu au classement, qui va souffler. Leverkusen a perdu l'occasion de revenir à un point du Borussia Dortmund. Et pour Leverkusen, il va falloir se réveiller vite et se remettre de l'avant, même s'il y a eu des bons résultats dernièrement. Ça fait beaucoup de buts encaissés. Et il y a des gros matchs qui arrivent pour le Bayer Leverkusen. Donc il y a une 3e place à sécuriser qui est possible, au vu des contre-performances de Leipzig cette saison, de Mönchengladbach, Dortmund qui peut alterner quelques séquences de vide. Et donc pour Leverkusen, il y a un coup à faire cette saison pour essayer d'accrocher la Ligue des Champions. Mais il va falloir éviter de prendre ce genre de tôle tous les week-ends, quoi. Merci les gars pour ce récap international. Maintenant, on va passer à la preview des grosses affiches. Et on se dirige du coup du côté de l'Italie avec ce samedi 18 à 15h Atalanta-Rome. C'est le 3e contre le 8e. Une victoire de l'Atalanta leur permettrait tout simplement de passer devant l'AC Milan qui est 2e provisoirement. En parlant du Milan d'ailleurs, ils vont rencontrer Naples ce dimanche 19 à 20h45. Donc c'est le 2e contre le 4e, et une victoire des Rossoneri leur permettrait tout simplement de prendre la tête du championnat provisoirement, bien entendu. Et si Naples s'impose, ça leur permettrait de chipper la place de dauphin de Serie A. On va du côté de l'Angleterre maintenant. Leicester-Tottenham ce jeudi 16 à 20h30. C'est le 7e contre le 8e. C'est un match qui peut déjà être clé pour la course de la Ligue des Champions. Je rappelle que Tottenham a 2 journées de retard. Imaginons par exemple que Tottenham les remporte. Ça permettrait aux Spurs de se placer à la 4e place. En attendant, on ne sait pas encore si le match peut avoir lieu, puisque je vous rappelle, il y a des cas de Covid à Tottenham dans l'effectif d'Antonio Conte. Maintenant, Arsenal-West Ham, mercredi 15 à 21h, c'est le 6e contre le 4e. C'est un match compliqué pour Arsenal parce que c'est 5 matchs, 2 victoires. Les victoires, c'est pas marrant puisque c'est contre Southampton et Newcastle. Donc pas très compliqué, c'est mieux qu'en début de saison, Arsenal quand même. Mais il va devoir faire mieux s'ils veulent espérer une place européenne. Place maintenant à la Coupe de France. Et on commence du coup par 3 Nancy qui vont s'affronter ce samedi 18. 2 équipes qui sont au plus mal dans le championnat. 3 qui est très très mal en Ligue 1 et Nancy au plus mal aussi en Ligue 2 qui n'y arrive pas. Nathan ? Nancy est en galère tout simplement en Ligue 2. C'est 3 défaites consécutives cette saison. Ils sont derniers. Benoît Pedretti a encore dit que son équipe avait 0 caractère ce week-end. Donc au moins le ton est donné. Très dur. Il a raison. C'est vrai qui a encore perdu contre Nîmes ce week-end. 3, on l'a dit tout à l'heure, c'est une victoire en 7 matchs. Donc c'est vraiment un match entre 2 équipes en énorme difficulté. Donc ça va être un match qui peut... La Coupe de France peut donner peut-être un bol d'air frais, peut-être essayer de relancer une dynamique. Mais ça risque d'être compliqué pour les deux. Il y aura un gagnant et un perdant, il n'y aura pas 2 perdants. Donc il y aura forcément une équipe qui va se relancer. Donc voilà, à voir si ça sera à 3 ou Nancy. Et on a aussi Sochaux-Nantes. Une bonne grosse affiche. Perso, je vais le regarder parce que on a d'un côté Sochaux qui est en très bonne forme en Ligue 2 et une Nantes qui est en bonne forme quand même, qui est 10e au classement et qui joue très bien. Moi, j'aime bien regarder Nantes. C'est un beau jeu. Nelson, tu veux ajouter quelque chose sur ce match ? Tu vas le regarder ? Ouais, je pense, s'il n'y a pas mieux. Ouais, je pense, s'il n'y a pas mieux. Ouais, tu ne regarderas pas, quoi. On verra bien. Mais c'est un bon tirage, je trouve. 2 équipes qui jouent dans de bonnes dynamiques. Nantes qui s'est bien relancé en championnat et depuis quelques semaines déjà. Donc ça va être, je pense, un match intéressant, comme tu l'as dit. Après, attention, parce que Sochaux, à domicile, ça peut créer la surprise. Bien sûr. Parce que forcément, c'est pensionnaire de 2 championnats différents. Donc on a toujours une petite... Ouais, mais c'est la Coupe de France. Ouais, voilà, c'est la magie de la Coupe de France, on va dire ça comme ça, en espérant que Sochaux puisse créer l'exploit. Mais on verra bien, ça peut être un match joueur, en espérant que ce soit pas un match avec sans but, on va dire ça comme ça, que ça se finisse au tir au but, en espérant qu'il y ait des buts, voilà. Sochaux, c'est la 2e meilleure défense du top 5 de Ligue 2.
Donc c'est défensivement très solide, offensivement ça marque un peu moins, mais c'est 5ème de Ligue 2, c'est sur un nul et une victoire sur les 2 dernières semaines, sur les 2 dernières rencontres de Ligue 2. Nantes ça joue plutôt bien au foot, offensivement ça a des très très bons atouts, Moses Simon, Ludovic Blas, Kolo Muani, c'est assez efficace devant, c'est virevoltant, donc on peut acheter un beau match entre 2 belles équipes qui sont en forme cette saison et surtout dans cette période de décembre. Donc voilà, ça peut être le match un peu surprise de cette Coupe de France. Et aussi, on a une rencontre, 2 en 1. En Coupe de France, on va avoir une affiche de Ligue 1 qui est Rennes-Lorient. Rennes qui s'est terminé par une défaite, Lorient aussi d'ailleurs. Mais est-ce qu'on peut espérer une victoire de Rennes contre Lorient, Nathan ? Ils partent favoris sur le papier, maintenant c'est un derby, donc tout peut se passer. Lorient a besoin de se relancer aussi, c'est un peu comme Troyes Lorient, c'est-à-dire que ça va très très mal en ce moment. Et la Coupe de France pourrait permettre de se relancer, d'insuffler une nouvelle dynamique. Maintenant contre Rennes ça risque d'être compliqué, c'est une des seules affiches qu'il y a 100% Ligue 1. Donc à voir. Maintenant, Rennes aussi pourrait jouer ce rôle d'outsider en Coupe de France. Ils l'ont déjà gagné il n'y a pas très longtemps. C'est une bonne équipe qui est un peu la meilleure des autres, parfois. Donc pourquoi pas miser sur une petite pièce sur Rennes pour aller loin dans cette Coupe de France. Et Lorient, va falloir choisir, soit sacrifier cette Coupe de France pour vraiment tout donner en championnat et essayer de se sauver, soit miser sur cette Coupe de France pour essayer de relancer une dynamique. Mais ça, Christophe Pélissier choisira... parce que c'est l'entraîneur et qu'on n'est pas là pour choisir à sa place, donc voilà, on verra bien ce week-end. Bon, merci les gars pour ce débrief. On passe maintenant à la dernière partie. Ça vous concerne vous, ceux qui nous écoutez. Les questions auditeurs. Vous avez été nombreux à nous poser des questions sur Instagram. On vous rappelle, @bartransversal tout attaché. Si vous voulez nous poser d'autres questions pour les prochaines émissions. Et on va commencer tout de suite. Vous avez été nombreux à nous parler de la Ligue des Champions ces dernières semaines. On vous le rappelle, le tirage qui a été lundi, qui a été refait 2 fois, puisqu'il y a eu des problèmes d'ailleurs sur le premier tirage. Il y a eu 3 grosses erreurs. Donc, un tirage a dû être refait à 15h pour retirer toutes les équipes, pour pas qu'il y ait de malentendus entre les équipes. Et vous nous avez demandé nos pronos Ligue des Champions. Donc on va commencer par Nathan. Real Madrid, Paris Saint-Germain. Nathan, qu'est-ce que t'en penses ? Une grosse affiche. Le Real qui avait tiré Benfica au premier tirage, et vu que l'UEFA fait toujours de l'UEFA finalement, le tirage a été refait et ils ont pris Paris. 2 équipes qui sont favorites pour gagner, donc ça va être une très grosse rencontre. Maintenant, les vérités de décembre ne sont pas forcément celles de février, surtout à Paris. Le Real est en très grande forme. Carlo Ancelotti retrouve une solidité défensive, donc je mettrais quand même une petite pièce sur Paris en tant que Français, mais attention à ce Real-là qui serait pas surprenant s'il y a Yobo cette saison, après 3 échecs en Ligue des Champions qui font très très mal. Et toi Nelson, en tant que Parisien, qu'est-ce que tu dirais ? En tant que Parisien et Madrilène, il faut le souligner aussi, pour moi c'est la plus grosse affiche de ces 8e. Après, ça va être un match qui, pour moi, n'est pas joué du tout d'avance. On connaît les forces et les faiblesses des 2 équipes. Et tout se résumera sur un match retour à Bernabéu très compliqué, je pense, pour les Parisiens. Donc, un match très, très, très virevoltant, mais je pense une qualification du Paris Saint-Germain. Ok. Atlético Madrid, Manchester United. Très, très gros match, pardon. C'est le match que je regarderai en tout cas avec celui du PSG. Qu'est-ce que t'en penses, Nathan ? C'est pas celui que je regarderai, mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est celui que je regarderais. Chacun ses J'espère goûts. que l'Atlético sortira vainqueur. Mais... c'est vrai que l'Atlético part favori sur le papier parce que Manchester United défensivement c'est catastrophique. Tu peux pas prétendre à essayer de jouer la Ligue des Champions avec Maguire, Lindelof en défense centrale. Bien sûr. Maintenant, il y a toujours ce facteur CR7, le facteur X un peu, qui contre l'Atlético aime bien planter caviar sur caviar, but sur but. Et voilà, la Ligue des Champions c'est sa compétition, donc s'il fait un très gros match et qu'il sort encore une fois Atlético à lui tout seul, tant mieux, mais je vois bien Atlético sortir United qui est en difficulté, notamment défensivement où ça prend beaucoup de buts et voilà, on va voir. Il faudra un très bon Paul Pogba, notamment au milieu de terrain, et il va falloir que Cristiano aussi se réveille. Et ça, écoutez, c'est sur eux que reposent un peu les espoirs de Manchester United. Nelson, ton pronostic ? Ouais, je pense... moi, j'ai un avis un peu différent. Je pense que Manchester
a besoin de briller sur la scène européenne et ça passe notamment par Cristiano, qui est le Factor X, ils l'ont fait revenir pour ça. Voilà. Après, tout dépend aussi le retour ou pas de Raphaël Varane, qui peut être un patron littéralement. Voilà, il a gagné la Ligue des Champions, il connaît bien l'expérience de cette compétition. Paul Pogba aussi, qui peut être très important. Pour moi, Manchester United peut passer et doit passer, parce que ce serait clairement un échec sur la saison de se faire éliminer en 8e de finale par Atletico, donc qui a des belles armes aussi, mais pour moi, Manchester doit passer et pour moi va passer. Ok. Et de ce qui est Inter Milan-Liverpool, qu'est-ce que t'en penses, Nathan? Qui tu vois sortir en 8e de finale? Ça, par contre, c'est un match que je regarderai. Ah C'est ouais. un match qui, je pense, est un des plus intéressants sur le papier parce que c'est deux équipes qui sont très ouvertes, qui sont très offensives, qui est un peu J'ai peur justement que ce contre la soit un match philosophie, qui est un peu contre la philosophie italienne et le catenaccio, mais bon, ça c'est autre chose. Mais l'Inter a souvent déçu sur la scène européenne depuis quelques années, donc ils ont toujours été très solides en championnat, notamment l'année dernière. Et sortis en phase de poule de Ligue des Champions. Donc là, ils ont réussi à passer. Ils ont un très gros morceau parce que Liverpool, ça marche très bien. Il y a le trio devant qui fonctionne à merveille. Mohamed Salah revient à un niveau stratosphérique. Donc il y a un retour à Anfield aussi qu'il faudra très très bien négocier. Et ça peut être un match extrêmement intéressant. Mais je vais quand même mettre une pièce sur Liverpool. Parce que je pense que l'Inter va encore peut-être un peu décevoir sur la scène européenne. Mais peut-être aller chercher un titre de Serie A. Est-ce qu'ils préféreraient abandonner le titre de Serie A pour une Ligue des Champions? Je pense que oui, mais je ne sais pas s'ils ont les armes pour. Et toi, Nelson? Ouais, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a très peu de joueurs qui peuvent rivaliser avec Mohamed Salah, donc il marche sur l'eau actuellement, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, donc ça va être très compliqué pour l'arrêter. Est-ce qu'il porte l'équipe avec lui? Oui, mais l'équipe suit aussi. Derrière, c'est solide. Notamment Alexander Arnold qui a été élu joueur du mois, donc ça veut dire quelque part que ça marche bien dans tous les compartiments du jeu. L'Inter aussi, très belle équipe, première du championnat, donc je pense que ça va être un très beau match, ça va être offensif, ça va être dur dans les impacts, mais je mets quand même une petite pièce sur Liverpool, parce qu'ils ont l'expérience de cette compétition un peu plus pour moi ces dernières années que l'Inter. Ok. Bon, avant de partir sur le sujet, je vais aussi donner mes petits pronos de Ligue des Champions sur ces 3 matchs. Ce qui concerne Real Paris, je trouve que ça va être une rencontre très très difficile, que ce soit pour le Real ou pour Paris. Je pense que si Paris se met dedans, on pourra assister à de beaux matchs et peut-être une qualification de PSG. Mais je me conforte dans l'idée que le Real est étincelant cette saison, et avec un Benzema et un Vinicius hors norme, je pense qu'ils peuvent sortir le Paris Saint-Germain. Ensuite, on a l'Atlético Madrid et Manchester. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je regarderai le match, même si beaucoup d'entre vous diront que le jeu de l'Atlético est mort et c'est chiant. Et je suis d'accord avec vous, mais j'aimerais justement voir le jeu que l'Atlético peut proposer contre Manchester. On a d'un côté justement Ronaldo qui est efficace contre l'Atlético, on s'en rappelle. Mais je vois bien justement l'Atlético de Suarez sortir vainqueur contre United, tout simplement. Ensuite, on a Liverpool, Inter Milan. Je te rejoins sur ce que tu disais, Nathan. On est habitué à un Milan qui est très fort en championnat, mais qui déçoit beaucoup sur la scène européenne. Donc, j'ai quelques doutes sur Milan qui pourrait s'imposer à Liverpool, parce que voilà, Liverpool assez régulier depuis quelques années maintenant. On a le trio offensif qui est devant et qui fait mal, qui fait très mal à beaucoup d'équipes. Donc moi je pense que c'est Liverpool qui va s'imposer face à Milan et sortir Milan des 8e de finale. Et on rappelle que pour les autres affiches, Lille, pour les clubs français, recevra Chelsea, et ça risque d'être très très compliqué malheureusement pour les Lillois. Le Bayern Munich recevra Salzbourg, l'Ajax affrontera le Benfica, le Juventus se déplacera à Villarreal et le Sporting Portugal affrontera Manchester City. Merci Nathan pour ces précisions. Et donc Tom qui nous a posé une question sur notre Instagram. Voilà l'importance de s'abonner à notre Instagram, de pouvoir nous poser des questions, et on y répondra après à l'antenne. Et nous suivre en live aussi, parce qu'on fait des exactement. lives Instagram comme pour le tirage avec des champions. Et du coup, Tom nous a posé cette question, comment on expliquerait l'explosion d'Haller à l'Ajax et de Vinicius au Real Madrid? Nathan, tu voudrais répondre?
Sur Sébastien Haller, tout d'abord, c'est une explosion qui arrive avec son transfert à l'Ajax, transféré pour 22,5 millions d'euros en provenance de West Ham. Donc c'est un beau coup de l'Ajax parce qu'il est très efficace cette saison. C'est le numéro 9 que l'Ajax recherchait depuis le départ de ces petites pépites, que ce soit Dolberg, que ce soit Ziyech à gauche, que ce soit Tadic qui commence à vieillir, qui est toujours là dessous. Et à l'heure, c'est 20 buts cette saison, 10 en Ligue des Champions, 10 en championnat. Pour son premier match de Ligue des Champions, c'est quadruplé face au Sporting Portugal, c'est-à-dire un record de Marco van Basten qui datait de 1992, donc c'est pas trop mal. Pour continuer à le comparer à des gros joueurs, c'est le 4e joueur de l'histoire à réussir à marquer 10 buts en phase de groupe après Cristiano Ronaldo, Léo Messi et Robert Lewandowski. Donc ça pose quand même le bonhomme cette saison. Ouais, que des grands noms. Et il a réussi à marquer pendant les 6 matchs de phase de poule, donc la régularité en plus, ce que n'a fait que Cristiano Ronaldo sur la saison 2017-2018. Donc l'Ajax peut compter sur son buteur Sébastien Haller, qui même dans le jeu est efficace, qui apporte énormément à cette équipe de l'Ajax. Ils ont un match abordable contre Benfica, donc pourquoi pas espérer aller plus loin et donc marquer encore plus pour Haller, parce que le titre de meilleur buteur, il va être compliqué parce qu'on pense que par exemple le Bayern de Lewandowski ou une autre équipe peut aller, ou le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé peut peut-être aller un peu plus loin dans cette compétition que l'Ajax et donc marquer plus de buts, mais il peut tout à fait faire l'exploit de finir meilleur buteur parce qu'il mérite sur cette saison qu'il est en train de faire. Il montre que sur cette première partie de saison, entre août et décembre, il fait partie peut-être du top 5 des meilleurs attaquants européens. Et c'est tout à son honneur parce qu'à Francfort, c'était plutôt très bon ce qu'il avait fait, ce qu'il proposait en Bundesliga. Il est parti à West Ham pour tenter un nouveau projet en Angleterre. Et West Ham l'a un peu délaissé quand même. Il n'a pas été bon. Ça n'a pas du tout marché à West Ham et je pense qu'il n'a pas réussi peut-être à s'adapter au style de la première ligue. C'est possible. Et se relonger à l'Ajax dans un championnat néerlandais qui est peut-être un peu moins coté que l'Angleterre, mais qui est toujours dans un club historique, dans une place forte du foot européen, qui est un championnat peut-être où il y a moins de pression, qui est moins suivi. Ça a permis de se relancer, de montrer tout ce qu'il sait faire et ça marche et donc on peut lui souhaiter que ça continue comme ça pour la suite. Nelson, tu avais quelque chose à dire, peut-être plus sur Vinicius. Ouais, plus sur Vinicius, c'est un joueur que j'affectionne déjà par l'âge parce que c'est un crack, alors très décevant, pas très décevant, mais médiocre dans ses premières années en Europe, annoncé comme un grand crack quand il est parti du Brésil. Là, il confirme cette année, vraiment enfin. Je pense que le mot, c'est enfin. Il se met à la hauteur du club où il est. Il se met à la hauteur de joueurs qui côtoient tous les jours. Je prends l'exemple de Karim Benzema, qui doit être une source d'inspiration pour lui. Je parle à sa place, mais voilà. Et... je l'ai au téléphone, c'est ce qu'il m'a dit. Non, mais je pense que le Real avait besoin d'un joueur de grande classe à côté de Benzema. Je pense notamment au transfert raté d'Eden Hazard, qui était normalement le joueur qui était censé épauler Karim Benzema. Vinicius en a pris le relais, c'est tout en son honneur. Après, est-ce qu'il pourra continuer sur le long terme comme ça? Je l'espère pour lui. On verra contre Paris parce que là on va l'attendre au tournant forcément, il est décisif en phase de poule, décisif en championnat. On l'attend contre une grande équipe, contre une équipe qui va l'atteindre aussi, mine de rien, pas parce qu'il ne peut plus se cacher non plus. Donc à voir, mais c'est un joueur que j'adore voir jouer et pour moi c'est ce style de joueur qui me fait venir dans un stade de foot. Est-ce que tu penses que l'entraînement individuel que Zidane a fait avec lui et aussi avec Rodrigo a permis d'être aujourd'hui un des meilleurs joueurs sur la scène européenne? C'est sûr, quand on se remet en question, alors déjà collectivement, quand tu t'impliques dans les séances d'entraînement collectif, ça marche, mais quand tu te forces de toi-même, de ton quotidien à vouloir sans cesse évoluer, je pense notamment à ce qu'a pas fait ou très moins fait Ousmane Dembélé, donc c'est peut-être pour ça qu'à l'heure actuelle il est un petit peu en crise du côté du Barça. Vinicius est remis totalement en question sur son hygiène de vie aussi. Il a employé plusieurs personnes à son domicile. Il a un coach sportif, il a un cuisinier qui le suivent toute la journée, tous les jours. Et c'est pas anodin dans son évolution maintenant au Real Madrid parce que l'influence du football, ça se fait sur et en dehors du terrain. Donc pour moi, et surtout être épaulé, comme tu l'as dit, par Zinedine Zidane, je pense que ça aide dans ton évolution de carrière. Merci les gars pour votre point de vue. Maintenant, on passe à la dernière question de l'émission. C'est déjà terminé.
C'était une question de Louis qui nous demandait si Saint-Étienne allait être relégué en Ligue 2 à la fin de la saison. Qu'est-ce que tu en penses, Nelson ? Saint-Étienne, pour moi, c'est une équipe emblématique déjà du championnat de France. Donc, ça serait déjà, en tant qu'amateur de football, ça serait très triste de les voir en Ligue 2. Franchement, c'est un club qui a connu des générations fantastiques. Donc, les voir en Ligue 2, ça serait déjà très embêtant. D'un autre côté, moi, je prends l'exemple du match. Ça fait quand même quelques années que ça leur pend au nez. Hein. Ah oui, c'est sûr qu'à un moment donné, ils peuvent plus lutter contre ça. Ils se sauvent 1 année, 2 années, mais à un moment donné, voilà. Mais je prends l'exemple de la copie qu'ils ont rendue contre le Paris Saint-Germain, et moi, je me dis que voir ce genre d'équipe avec un projet de jeu, c'est un grand mot, mais une intention de jeu, vu que le match qu'ils ont sorti contre le Paris Saint-Germain, je pense que ça serait très dommage. Alors, ils ont des armes, peut-être mal utilisées par le coach actuel, bientôt remplacé d'ailleurs. Mais je pense que je pense qu'il doit avoir un bon coup de pied dans la fourmilière, comme on dit, pour qu'ils essayent de se sauver. Alors, c'est pas mort, ils ont que 3 points de retard sur le 18e, donc c'est rien, mais c'est quand même énorme, parce que les équipes devant vont gagner, et vont gagner des points aussi. Donc pour moi, Saint-Étienne peut se sauver, mais ça dépend que de eux, malheureusement. Donc voilà. Est-ce que tu penses que Duprat pourrait faire du bien à Saint-Étienne, Nathan ? Saint-Étienne, en fait, c'est une équipe qui joue très bien, mais qui manque énormément de réalisme. C'est la pire attaque de Ligue 1. Voilà, c'est la 2e pire défense. Donc, que ce soit du réalisme dans leur surface ou dans la surface adverse, ça marche pas. Et Duprat pourrait insuffler ce qui manque peut-être à cette équipe des Verts, c'est du caractère. Du caractère et sur le plan mental et psychologique, parce que là, niveau football, ça joue pas mal, c'est pas horrible, c'est pas la pire équipe à avoir joué, Saint-Étienne, et des équipes qui sont devant eux qui peut-être sont plus en difficulté sur le long terme. Mais oui, Pascal Duprat pourrait insuffler ce caractère qu'il faut à une équipe pour pouvoir se sauver, et surtout qu'il a l'expérience du maintien. Il a joué le maintien avec Évian, il a joué le maintien avec Toulouse, il a joué le maintien avec pas mal d'équipes. Donc, Saint-Étienne, il faut du caractère, il faut du mental, il faut des leaders dans cette équipe. Il y a des joueurs plus âgés comme Wabi Kazri, comme Riyad Boudbouz, comme Timothy Kolo-Djesiak par exemple. Il y a de la jeunesse qui est assez talentueuse, comme Etienne Green dans les buts. Donc, il y a les armes pour s'en sortir. C'est faisable. Maintenant, il faut arrêter de prendre des rouges bêtes, par exemple, pendant les matchs. On l'a encore vu ce week-end avec Denis Bonga qui prend un rouge bête contre... Ils n'ont pas de chance. Il prend un rouge bête... C'est un rouge pris, ça t'handicape. Ils ont déjà pris un rouge aussi contre Kolo-Djesiak contre Paris. Et moi, j'avais regardé le match Saint-Étienne-Paris. Je trouvais justement que Saint-Étienne faisait une bonne impression. Ils avaient bien joué, pardon. Et malheureusement, ils se sont fait punir contre une équipe de Paris qui était assez moyenne. Et une équipe qui est beaucoup plus réaliste qu'eux. Et ça, actuellement, en championnat, c'est simplement que Saint-Étienne manque cruellement de réalisme et de caractère. Et ça, il va falloir en introduire. Et Pascal Duprat peut arriver et peut-être insuffler ce petit supplément d'âme qui peut te permettre de te maintenir. Parce que le niveau footballistique, ils l'ont clairement, et sur les performances, on le voit, même si ça prend beaucoup de buts et que ça en marque peu, dans le jeu en soi, c'est pas horrible. Pour moi, Pascal Duprat, c'est l'homme qui peut sauver Saint-Étienne. Alors, je me souviens, et je pense que tout le monde s'en souvient, de ce maintien incroyable qu'il a réalisé avec Toulouse. C'est ce supplément d'âme. Tout le monde se souvient, je pense, de ce fameux discours avant d'aller jouer. Et s'il lui faut un leader, il faut quelqu'un qui puisse les soulever, qui puisse leur dire... je pense que c'est ça. Manque de réalisme, manque de caractère. Ils ont les armes pour le jeu. Alors moi, j'ai regardé le match aussi. Étant supporter parisien, j'ai eu très peur de Saint-Étienne. Il faut le dire que Saint-Étienne, c'est pas la plus belle équipe à voir, mais c'est une équipe qui peut se sauver et qui a les armes pour. Donc, affaire à suivre dans les prochaines semaines, mais c'est quelque chose d'assez palpitant à suivre. En tout cas, on est avec vous, les supporters des Verts. On vous soutient, parce que ça doit être compliqué. Bon, les Bordelais aussi, on vous soutient. Ouais, mais... Ouais. Bon, on espère que l'émission vous a plu. C'était la première de Barre Transversale. C'était cool. Vous avez kiffé ? Non. Ouais, franchement, c'était bien. Non, je rigole, c'était marrant. C'est cool. Et on a hâte de vous retrouver début janvier. Et je pense que vous aussi, les gars, Nelson, Nathan. Impatient de vous retrouver. Et puis voilà, on vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année, un bon Noël. Et puis soyez gâtés et vive le foot. Oui, voilà, exactement pareil. Profitez de vous, profitez de vos proches, faites attention, joyeuses fêtes et vive le foot. Et attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bisous. On a le dîner, machin.
chouette, rien à foutre. Il va venir lui faire l'amour sans préliminaire.